Merci pour cette invitation aussi à participer à ce séminaire. En préambule, et compte tenu de ce que je vais dire juste après, je vous rassure, j'aime les robots. J'aime beaucoup les robots, essentiellement parce qu'ils travaillent à notre place et ils font des choses très pénibles à notre place. Je suis aussi tout à fait convaincu que les robots en viticulture ont un avenir et répondent à pas mal d'enjeux, ont pas mal d'atouts et de bénéfices. Mais aujourd'hui, on doit parler massification d'usage, on doit parler voilà, passage à grande échelle de la robotique. Alors pour ce qui me concerne, je vais parler robotique viticole. Et donc il faut bien qu'on rentre un petit peu dans le sujet économique. Et même si je suis très content qu'il y ait des robots viticoles qui tournent en France, quelques dizaines, peut-être pas loin de entre 100 et 200, peut-être au-delà des 200, je ne sais pas exactement, je n'ai pas tous les chiffres. C'est très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle du vignoble France, on s'est intéressé aux viticulteurs qui ont les moyens, qui sont enthousiastes, qui sont les early adopteurs et qui ont tout de suite vu l'intérêt. Pour changer d'échelle, pour aller plus loin, il faut s'adresser à tout le monde. Quand on s'adresse à tout le monde, on va regarder un petit peu des moyennes, des cotes mal taillées, mais des chiffres tout de suite pour caractériser voilà, ce que font les robots viticoles. Aujourd'hui, les robots viticoles, ils font essentiellement du désherbage mécanique. Alors, il n'est pas exclu que dans un futur proche, ils fassent beaucoup d'autres choses. Mais quand on parle de désherbage soulevant en viticulture, de quoi on parle? Il faut quelques points de repère économiques. Le désherbage chimique sous le rang en viticulture, c'est autour de 150-200 € par hectare et par an. Je parle de cotes mal taillées, pourquoi? Parce que je suis obligé de donner en fait une moyenne, plutôt valable pour les vignes larges, qui représentent la majorité des surfaces en France. Bien évidemment, pour les vignes étroites, à partir du moment où on utilise un enjambeur, qu'on a plus de temps de travail pour parcourir un hectare, les chiffres s'envolent, les chiffres sont un peu différents. Mais je veux parler des grandes masses, hein, on est d'accord. Quand on veut faire du désherbage mécanique avec un tracteur, donc se passer d'herbicide avec un tracteur, on va avoir des coûts entre 450 et 600 € par hectare et par an, tout compris, hein, le tracteur, la main-d'œuvre, le chauffeur, le matériel, son amortissement, le carburant, etc., etc. Et avec un robot, finalement, pour faire la même chose, dans la même situation, on va tout de suite être au-dessus de 1 000 € par hectare et par an. Alors, là encore une fois, si on se projette vigne étroite, pratiques différentes, on va plus facilement trouver des équilibres. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais, encore une fois, pour les grandes masses, voilà à peu près les ordres de grandeur et donc les marches à franchir. Et pourtant, certains y trouvent leur compte, mais ça, encore une fois, Absolument, et c'est très bien. Alors, si on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces 1 000 €, comment se structurent les coûts? Alors, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte? On va prendre en compte le prix d'achat et les amortissements, certaines dépenses contraintes comme les abonnements, correction RTK, puisque il faut une précision centimétrique pour utiliser un robot. Éventuellement un abonnement à une plateforme de SAV, de suivi, qui permet de savoir un petit peu où en est son robot, le suivre dans les parcelles, mais aussi renvoyer des informations dont il a été beaucoup question tout à l'heure, des données précieuses sur son usage, son intensité d'usage, ses heures de travail, etc. Éventuellement une assurance. C'est un sujet très récent finalement pour les assurances, assurer une machine autonome. L'achat d'une remorque, on vient d'en discuter, c'est un sujet extrêmement récurrent. Pour pouvoir utiliser son robot partout, y compris sur des parcelles éloignées, on va le mettre sur une remorque, on va le transporter. Et puis des dépenses variables, l'énergie, l'entretien, l'astreinte humaine. Alors d'emblée, on va dire que l'énergie, c'est peut-être un petit peu epsilonesque par rapport à tout le reste des dépenses. L'entretien, ça peut être variable, ça va dépendre de l'intensité d'usage. Et l'astreinte humaine, on va aussi peut-être pouvoir le développer. C'est fonction un petit peu des conditions dans lesquelles le robot peut évoluer. Et puis, je ne suis pas sûr que si on compare à un tracteur, on intègre rarement l'astreinte humaine quand on parle du tracteur. Alors, si on l'intègre par la présence du chauffeur, du tractoriste. Via le tractoriste, si jamais c'est un salarié. Voilà. Alors, tractoriste, denrée rare quand il s'agit de faire du désherbage mécanique en l'occurrence. Si on prend quelques chiffres pour se donner une petite idée très rapidement, un robot viticole autour de 200 000 € avec son équipement, amorti sur 7 ans, qui est une hypothèse optimiste, parce que là encore, on n'a pas énormément de recul sur quel amortissement on peut prendre pour un robot, et donc pour une technologie récente qui évolue très vite. Bon, prenons l'hypothèse optimiste de 7 ans.
Prenons l'hypothèse aussi optimiste de 30 hectares, on arrive à 950 € par hectare et par an. Bon, voilà, on a posé les choses, aujourd'hui c'est comme ça. Et l'hypothèse de 30 hectares suppose qu'on a la performance nécessaire avec le robot. Je reviens sur cette notion de performance qui a été abordée tout à l'heure par Émeric. Elle est super importante, pourquoi? Parce que la surface d'exploitation, c'est un diviseur fort en fait, des coûts de l'utilisation d'une machine. Donc si la machine est capable de faire 50 hectares dans l'année, ça change la donne. Si elle est capable de faire 100 hectares dans l'année, ça change aussi la donne. Donc voilà, on ne peut pas passer à côté de ces notions-là. Mais j'adore les robots. On parlait de la subvention à l'achat tout à l'heure. Donc voilà, donc évidemment, c'est un levier important parce que si on s'attaque à ça dès le départ, forcément, on règle une partie des choses et tout de suite, on va retomber sur des coûts qui sont beaucoup plus dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude de développer pour du désherbage mécanique. Je ne me rappelle plus de votre question qui concernait un sujet approchant à propos des subventions et des amortissements. Avec le micro, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on pouvait en bénéficier si on prenait en leasing? Est-ce que tu sais y répondre quand il s'agit de robotique viticole? Non, j'en sais rien. Ah, pas pour cette fois, on se la garde pour tout à l'heure. J'en sais rien. Mais oui, la question mérite d'être posée, effectivement, puisque les aides sont très importantes à l'achat et peuvent fortement diminuer le coût. Donc, il y a une question d'opportunité et donc une dépendance forte du marché, comme ça a été dit tout à l'heure, à la présence de ces subventions. Donc, pour rentabiliser le robot, on l'a dit, caractérisé par des forts coûts d'amortissement. Intensité versus surface. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a ces éléments dans l'équation, pour être rentable, en fait, on a deux choix. En fait, soit on travaille sur beaucoup plus de surface, qui suppose performance et intensité de travail, soit on va miser sur une durée d'amortissement qui est beaucoup plus longue, et donc ça veut dire qu'on va utiliser le matériel de manière beaucoup plus cool, on va dire, et en envisageant voilà, une durée d'amortissement très importante. Ce qui est valable avec plein de machines. Hein. Vous ne l'utilisez pas beaucoup, mais vous l'utilisez pendant de très nombreuses années. Finalement, son coût initial est facilement amorti. Bon, dans l'industrie comme dans l'agriculture, l'hypothèse privilégiée, c'est toujours augmenter la performance et l'intensité d'usage. C'est très rare qu'on soit dans l'autre hypothèse, mais on ne peut pas l'exclure. Donc, si on veut aller vers des critères de performance, qu'est-ce qu'on va regarder? Pour les critères de performance, on a la vitesse de travail. Alors, vitesse de travail, c'est un peu plus d'énergie consommée. Ce n'est pas forcément très grave, mais ça peut être un sujet pour la sécurité. Hein, on vient de parler sécurité, réglementation machine. Plus une machine autonome va aller vite, plus ça va être difficile de certifier des arrêts d'urgence, par exemple, puisqu'on a des questions d'inertie. Je ne développe pas trop. La vitesse de manœuvre, c'est très crucial, surtout si on a des rangs courts. Sur des rangs longs, c'est beaucoup moins important. Mais si tous les 50 mètres, il faut faire demi-tour et qu'on perd à chaque fois 1 minute 30, c'est pas bon. Alors heureusement, tous les constructeurs de robots là, ont vachement progressé là-dessus. On est plutôt entre 30 secondes et 1 minute pour les manœuvres, c'est très bien. Le fait d'avoir peu d'arrêts, alors les arrêts ils dépendent de plein de choses, hein. Des fois il y a des impondérables, et puis il y a la sécurité évidemment. J'y reviens pas, ça a été abondamment abordé. Ouais, de l'intérêt du bon calibrage, encore une fois, hein, des bumpers et autres dispositifs de sécurité. Exactement. Si l'outil s'arrête toutes les quarts de seconde, ça commence à être un petit peu agaçant et ça grève directement sa rentabilité. Ça peut être aussi l'éducation des promeneurs aussi qui sont autour des parcelles et qui, en s'approchant trop près d'une machine autonome, vont déclencher un arrêt qui va demander un réarmement humain, donc qui va demander encore une astreinte humaine supplémentaire. Côté intensité d'usage. Voilà, alors, pour maximiser le temps de travail effectif, il va falloir trouver un contexte pédoclimatique favorable, c'est-à-dire dans lequel on a beaucoup de fenêtres d'intervention disponibles avec le robot et dans lesquelles on n'est pas trop contraint par la météo pour lancer ou ramener le robot au hangar. Un parcellaire regroupé, ça va faciliter énormément la logistique, limiter le transport. Une bonne couverture 4G, globalement, c'est bien parce que ça permet de recevoir en permanence les corrections RTK quand on en a besoin, et donc d'éviter les arrêts liés à ce phénomène. Et alors, évidemment, la viticulture, c'est parfois des paysages vallonnés, hein, avec des creux, des bosses, et des fois, dans les creux, c'est difficile de capter. La possibilité de la recharge rapide ou de faire un plein, hein, puisqu'on a évoqué l'énergie, ce n'est pas toujours l'électricité.
et puis voilà, quelque chose de fiable qui permet de maximiser l'intensité d'usage. Ce qui est intéressant quand on t'écoute, c'est que en fonction de voilà, est-ce que je travaille sur l'intensité d'usage ou la durée d'amortissement, tu définis derrière le cahier des charges du bon robot qui répond à l'une ou l'autre de ces stratégies. Alors, il n'y a pas que ça, hein, et on va revenir sur l'ensemble des points qui ont été abordés un petit peu en introduction, et on va pouvoir un petit peu développer tout ça. La supervision humaine, moi aussi j'ai le même illustrateur que monsieur. Donc c'est un facteur de coût non négligeable, et souvent il est détourné, ça a été évoqué. Je discute avec pas mal d'utilisateurs de robots, la tentation est grande de laisser la télécommande au milieu de la parcelle sur un piquet. On va couvrir 300 mètres de chaque côté, et puis on fait autre chose. Et puis, si tout va bien, on retrouve le robot à la fin du travail. Voilà, mais ça, c'est si tout va bien. Et si personne ne le sait. Alors, zut, je le sais. Bon, mais moi aussi, je fais ça. Moi, j'ai fait pire, j'ai laissé la télécommande sur le robot, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Hein. Bon, mais on est tous pareils, hein. On est confrontés à ces cas d'usage-là, et donc on teste des choses. On teste des choses pour voir ce que ça donne, quoi, hein. C'est un élément de sécurité indispensable, et pour avoir testé un robot qui a cette version de l'autonomie augmentée, hein, quand on peut vraiment partir de la parcelle et qu'on a une limitation sur la vitesse de travail, on est content de pouvoir partir de la parcelle et d'avoir une supervision à distance sur son téléphone, et on est un peu frustré que le robot avance pas vite, parce que du coup, il ne fait pas beaucoup de surface, et avec les fenêtres d'intervention qu'on a, on ne peut pas l'exploiter sur beaucoup de surface. On en discutera. C'est un vrai sujet. Tout à l'heure, ouais. Bref, j'avance. La question de la polyvalence, elle a été abordée. Et donc, voilà, j'ai essayé de créer un robot couteau suisse. C'est pas très satisfaisant comme résultat, comme robot couteau suisse. Oui, il a la classe, en tout cas. Mais ce que ça permet d'aborder... Je suis pas sûr en termes de sécurité, en revanche. Mais Non, mais bon, comprenez l'idée. Ce que ça permet d'aborder, c'est les côtés avantages. C'est effectivement plus d'opportunités de travail et plus d'amortissement sur des activités différentes, certes. Là où je vais apporter une nuance dans le discours général qui dit oui, il faut que les robots soient plus polyvalents. Plus polyvalents ou plus multifonctionnels? Parce que pour moi, la polyvalence, c'est on va échanger des outils, on va remplacer les intercepts par une rogneuse, on va remplacer la rogneuse par un pulvé, éventuellement. Ah tiens, un pulvé. Il y a de plus en plus de demandes sur la pulvée. Et à chaque fois, donc, on va prendre du temps humain pour monter, démonter, atteler, dételer, changer, nettoyer et éventuellement redonner du travail au robot. Pendant ce temps-là, le robot ne travaille pas. Oui, et pendant ce temps-là, on a donné du boulot à des gens qu'on n'a pas forcément sous la main, en plus. Exactement. Donc, pour moi, la solution serait plutôt la multifonction. Si le robot, en même temps qu'il fait le désherbage mécanique, il fait aussi un petit peu d'épamprage, ou il traite, pourquoi pas, ça tombe bien parce que c'est des opérations qui arrivent ensemble. En viticulture, on a besoin de travailler, on a besoin d'augmenter la capacité de travail à un moment en fait, où il y a plein de choses à faire en même temps. Et donc, il ne faut pas que les interventions arrivent en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc, de la polyvalence pour des opérations décalées dans la saison, aucun problème. De la multifonction pour des opérations qui ont lieu en même temps. Ça fait un slogan, ça. Oui. C'est un bon slogan. Je pourrais me recycler un jour. La suite. Donc j'y reviens. La performance, est-ce que c'est vraiment la clé de réduction des coûts? Donc, on parlait de débit de chantier, c'est un peu une obsession, d'autonomie réelle, de travail de nuit potentiel, c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, tout n'est pas réglé. Le fait de recharger rapidement aussi, ça fait partie de la performance pour augmenter les plages de travail. Il y a plein de solutions sur le marché, donc ça c'est très positif. Il y a plein d'approches un petit peu différentes et je pense que ça va faire jouer les choses dans la bonne direction. J'en terminerai avec ces considérations, car j'aime les robots. Oui, les robots sont coûteux, mais la solution robotique, elle coche quand même beaucoup de cases. Elle coche beaucoup de cases et elle est séduisante parce que c'est plus de souplesse dans l'organisation du travail. Et ça, c'est totalement en phase avec les évolutions réglementaires aujourd'hui sur l'utilisation des herbicides, des pesticides, etc. Donc, c'est très bien. Donc, on apporte des marges de manœuvre sur des exploitations. C'est super. Les robots, ils sont en général plus légers que la mécanisation classique.
Et je trouve ça aussi positif, parce qu'on n'a pas forcément besoin de machines énormes et ultra puissantes pour faire des travaux qui sont relativement légers. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça a un impact important sur la consommation énergétique. La consommation énergétique, c'est vraiment un sujet aujourd'hui pour toute l'industrie et pour l'agriculture en particulier, qui a des consommations directes d'énergie qui sont importantes, même si ce n'est pas la principale dans les émissions de gaz à effet de serre, mais ça joue. La baisse de la pénibilité, bon, c'est évident avec les robots, et plus de sécurité sur des parcelles difficiles. J'ai parlé du cas général, mais il y a quand même des cas particuliers. Il y en a des représentants dans la salle, certainement, de vignes en pente, de vignes très difficiles, et pour lesquelles les robots vont extraire finalement l'opérateur de la zone difficile. Il y a le fait que la main-d'œuvre qualifiée pour les tractoristes est assez difficile à trouver. Parce que, par exemple, pour l'opération dont on parle, le désherbage mécanique, il faut être précis. Il y a un enjeu quand même sur l'outil de production, et il faut garder une attention soutenue pendant de longues journées. Donc ça, c'est un vrai sujet. En passant son temps à regarder derrière en plus, donc en termes de TMS, c'est pas terrible. Oui, je connais un tractoriste jeune, 35 ans, et il a 2 hernies discales. De l'intérêt de travailler ces questions-là. Et heureusement, il y a des nouveaux modèles de robots qui arrivent. Voilà, il y a de nouveaux modèles de robots qui arrivent, qui vont peut-être changer la donne sur le modèle économique dont on vient de parler. Et puis, ce qui va dans le sens aussi d'un meilleur modèle économique pour les robots, c'est que les tracteurs sont aussi de plus en plus chers. On voit aujourd'hui les tracteurs les mieux équipés pour faire ce genre de travaux de désherbage mécanique. C'est des tracteurs qui sont déjà à plus de 110 000 €. Ça fait réfléchir. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage précis et transparent. On a bien retenu que ça te faisait un peu mal au cœur de critiquer le robot, mais voilà, il y a quand même pas mal de bénéfices induits qui justifient son emploi. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à un témoignage et qu'on enchaîne direct après avec des questions. Et Christophe, on te garde du coup sous la main parce qu'on a avec nous David Lafosse, qui est chef de culture au château Bechevel, qui est utilisateur de robots, en tout cas qui a mis dans les mains de certaines de ses salariés des robots. Bonjour David, ravi de vous rencontrer en vrai après avoir échangé en visio. Je vous laisse choper un micro, n'importe lequel. Ouais, on reste comme ça, on discute ensemble, non? Allez, si. Première question toute simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à acquérir, non pas un, mais plusieurs robots sur votre domaine déjà? Et puis quelques mots peut-être sur le domaine avant de commencer. Bonjour. Tout d'abord, pour rebondir sur Christophe, je suis pas, Ça fait mal. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit, mais on aura le temps de manger pour en parler. c'est pour ça qu'on vous a convié, justement. Et moi, à l'inverse de lui, j'étais pas un pro robot, loin de là, très loin de là. Pas convaincu a priori, quoi. Mon premier job, c'est d'être pragmatique, juste faire un grand vin avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, pour moi, le robot, je l'avais pas mis en première ligne. C'est pour ça, dans le premier discours qu'il dit, lui, il était plutôt de ce côté-là, moi, j'étais plutôt de l'autre côté. Donc il fallait plutôt me convaincre. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est chez nous aussi pour un petit peu remettre? Donc Château Bechevel, Bordeaux, appellation Saint-Julien, dans le Médoc. 90 hectares, vigne étroite, 1 mètre sur 1 mètre, 800 000 pieds de vigne. C'est pour donner un peu un contexte. 90 hectares, c'est ça? Ouais, c'est pour donner un contexte, une précision. Donc, faut que la robotique soit juste, faut être au centimètre. Point de départ de ma réflexion, il y en a eu plusieurs. Il y en avait, pour être précis, 3. Problématique dans le recrutement, on pourrait dire ça, c'est-à-dire un petit peu un manque de main-d'œuvre là-haut, dans le Médoc. Le deuxième point, c'est la difficulté d'assurer la qualité de récolte par rapport au traitement. On nous enlève beaucoup de produits, on se retrouve avec beaucoup de produits de contact, ce qui fait qu'on renouvelle les traitements très souvent. Et quand on traite, on ne fait pas d'autre chose. Et comme on est 100% travail du sol, quand on traite, on ne travaille pas les sols. Quand on prend du retard, on a de l'herbe. Plus on a d'herbe, plus c'est compliqué, plus on fait de casse. Voilà un petit peu les points qui m'ont aidé, avec éventuellement une volonté aussi de réduire un peu notre GNR, notre gasoil, parce que
On n'arrête pas de nous dire qu'on n'en aura plus, donc l'idée c'est quand même de prévoir. Ça, c'était votre cahier des charges, du coup. Et est-ce que vous avez trouvé le Et robot donc, le qui cahier des charges, répondait c'est à ça? celui-là. Et donc, vous avez dit, il y a tant de fournisseurs et tant de robots. Et donc, il faut essayer de voir qui aujourd'hui sur le marché peut répondre à ça avec nos contraintes et ainsi de suite. Donc, en 2021, juillet 2021, on a fait tourner ça. Et on a trouvé un constructeur qui fait qu'on a choisi que c'était lui. Et donc, on a fait l'achat d'un robot fin 2021. Et après, un deuxième robot, on y viendra dans la foulée, 1 ou 2 ans après, et que vous confiez aujourd'hui à des personnes qui sont en charge dédiées chez vous à la gestion de ces 2 machines mobiles autonomes. Donc, quand on a pris le premier et qu'on a construit un peu, comme vous dites, ce cahier des charges qui était simple, hein, c'était travail du sol essentiellement. J'allais presque dire traditionnel, donc que des outils mécaniques, donc buter, amener de la terre sous le rang, décavaillonner, enlever la terre de sous le rang, un système qui soit assez réactif, donc en gros qu'on ait toujours en gros plutôt un terrain avec une maîtrise de l'herbe du 1er avril jusqu'au 31 juillet, ce qui veut dire que ça faisait à peu près 4 façons, presque 5 si on voulait griffer. Donc ça c'était le premier. Comme on parlait tout à l'heure un petit peu aussi, mais c'est sur combien d'hectares, c'est ci, c'est là. Donc on était passé sur une idée sur le premier, dans les premiers mois, de 14 hectares. Donc 14 hectares qu'il faut aller. Un robot pour 14 hectares. Au départ, on était parti sur 14 hectares. Et aujourd'hui? On n'avait pas de critères bien précis. Mhm. Donc on est parti sur ça. Il s'est vite avéré que 14 hectares, on les remplissait facilement. Donc on est monté jusqu'à 20 hectares. On est même allé un peu plus haut. Sauf qu'un peu plus haut, ça ne tient plus. Donc en gros, un robot dans les vignes étroites, dans les 9-10 000 pieds hectares, ça fait à peu près 20 hectares. 20 hectares par passage. Ce qui veut dire qu'en fait, le robot mène à peu près entre 100 et 120 hectares par an. À peu près. On a dû trouver, parce que l'idée aussi, c'était comme on ne trouvait pas de main-d'œuvre, on a essayé de chercher un autre levier qui permette aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui permette de mener les robots, mais qui ne soit pas déjà chauffeur, parce que si j'enlève un pour faire un, ben ça ne va pas, quoi. Ça fait toujours 0, quoi. Donc on a fait un choix, on avait des vignerons chez nous, des filles, qui faisaient un boulot qui était ce qu'il était, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas les monter, leur dire, tiens, on va vous proposer un nouveau challenge, on va vous proposer de venir vous occuper d'un robot, de travailler les sols. Ouais, ok. Vous y connaissez pas, mais Ouais, et en plus, elles n'étaient pas toutes issues du milieu agricole. le choix qui s'est porté, la vigneronne qui s'est portée, c'est une vigneronne chez nous, la première, qui donc fin 2020, début 2022. La première qui s'est portée, c'est une fille qui nous avait rejoint depuis peu. Elle avait 1 an et demi d'ancienneté. On a une équipe qui est assez jeune, au sens large, fille comme garçon. Et elle n'était pas du tout de ce monde. Elle a 35 ans. Elle a eu une vie avant. Elle était esthéticienne. Elle a arrêté. Problème de vie. Je vois plus mes enfants. Je vois plus mon mari. J'arrête. Il y a le Covid qui est passé dessus. Je veux retourner dans un métier où qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et donc elle nous a rejoints. Et dans les filles que j'avais, j'en avais 8 à l'époque. Je l'ai choisie en accord avec elle, bien sûr. Elle était d'accord. Par sa patience aussi, parce qu'on ne savait pas, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que ça marche pas, les pannes, les ci, les là. Donc je pensais qu'elle pouvait acquérir ça, cette patience-là, cette souplesse. Et voilà. Et donc on est parti avec elle en 2022, donc 14 hectares, 20 hectares. Ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, c'est trois personnes qui sont dédiées à temps plein à la gestion de ces robots. 1er janvier 2024, donc là on est à 2 robots, donc on mène 40 hectares, 2 personnes qui sont habilitées sur ces robots-là, plus un peu comme partout, les remplaçants. Donc il y en a même une 3e, une 4e qui est capable de prendre le relais. S'il y a une maladie, s'il y a un ci, s'il y a un là, s'il y a d'autres problématiques. Par exemple, elle est secrétaire aussi du CSE, donc quand elle est en séance, on la remplace. Donc voilà un petit peu comment on a articulé et comment on a pensé tout le projet global de comment on peut mettre, ou comment vous pouvez venir l'idée et comment on pouvait le mettre intégrer un quelque robot. part, l'intégrer et tout ça. Mm. Ça, c'était hyper important. Est-ce qu'au final, vous retrouvez votre compte? Moi, je pense comme une année comme 2024, ça répond complètement à nos choix et on voit bien par rapport à ce qui nous entoure que c'est, je pas de honte, je pense que c'est une totale réussite.
Alors, en quels termes? Comment Alors, vous la exprimez cette première- réussite? Ouais. La première réussite, elle est simple, c'est que l'année 2024 à Bordeaux, c'est une catastrophe, une année de mildiou, une année avec Mildiou, une ouais. forte pression, une année où on Donc est du sorti traitement dans tous les sens. traitement dans tous les sens, et donc il faut faire un choix, il faut faire un abandon d'une activité. Ben, malheureusement, c'est le travail du sol. Donc nous, comme je le répète, on a 90 hectares, donc il y en a 40 qui sont menés par les robots, donc ça s'est fait, mais on en avait 50 où il a fallu jongler. Bon, mais déjà, l'écart, il est significatif. Il y a 40 hectares où on a maintenu un niveau de propreté qui est quand même agréable. Et par ça s'est rapport- traduit en termes de rendement et de qualité du vin? Moi, je pense que quand tu enlèves de la concurrence, que tu amènes de l'air et que ça se passe mieux, ouais, je crois, j'en suis certain. Et en plus, je pense que ça, justement, ça interroge, ça permet de se dire, tiens, pourquoi pas un troisième, pourquoi pas continuer justement dans cette voie-là. Donc ça a permis d'être Une plus à facilité de jour. passage, Ouais, voilà. une facilité de passage. Le robot, j'entends qu'il est plus léger, ouais. C'est un monorang, ça pèse 2 tonnes, hein. Oui, en Les l'occurrence, monorangs sur du ce marché, robot-là, ouais. c'est 2 tonnes 3. Donc en gros, en poids, c'est pareil. Par contre, avec la motricité, les pneus, et ainsi de suite, c'est vrai que ça passe super bien. Ça passe dans des endroits où vous, à pied, vous êtes en problème, hein. Donc ça a permis d'être plus à jour, les gars. Et dans les travaux, j'en ai ouais, pas voilà. parlé, pareil. Alors, après, je reste manger là. Je pars après, mais je reste manger là. Dans les travaux, donc on bute, on décavaillonne. Donc la vitesse maximale du robot, c'est 6 km/h. Donc on bute au max. On bute à 6 km/h. Et on décavaillonne un rang, on décavaillonne à 4,5. Donc pour les connaisseurs un petit peu, décavaillonne à 4,5, c'est à peu près le double quasiment d'un tracteur classique. Ouais, donc c'est aussi un travail de super qualité qui est proposé. C'est ça, c'est pas que. L'idée, c'est souvent ce que je dis, qui plaît pas. On a tous les avantages du travail avec un cheval sans les inconvénients du soir et du week-end où il faut nourrir la bête. Donc c'est pas qu'une histoire de j'avais pas assez de bonhomme ou de tracteur, Non. j'ai donc fait des robots. Oui, C'est-à-dire que le la robot fait personne, plus. le robot est autonome, mais pas les outils que vous y mettez. Oui. Je veux dire, ça aussi, il faut pas. Parce que je le place aussi. Je trouve que dans ce que j'entends depuis ce matin, je n'ai pas posé de questions et d'ailleurs, je n'en poserai pas là, mais je trouve que vous êtes super dur avec tout ce qui est robotique. Quoi, je veux dire, les robots, les machines. Les gars, quand vous achetez des tracteurs thermiques, vous ne posez pas autant de questions. Et un tracteur thermique, ça vaut 250 000 à 300 000 euros. Mais c'est une histoire de confiance, hein. Confiance Je en crois l'innovation. surtout qu'avec quelque chose qui est comme ça, qu'on ne maîtrise pas, on veut ça. hyper border le truc pour pas que Sécuriser, ça ouais. dépasse. Sur un tracteur thermique, il est en panne, il est ci, il est là. Voilà. On se pose beaucoup moins de questions. Et moi, je trouve que c'est vrai que je trouve ça dur. Je comprends que ça fasse peur. Il n'y a pas de problème. J'en parlais avec un des fournisseurs qui est avec nous là. J'étais à côté de lui et c'est vrai que par exemple, c'est vrai que ce qui fait toujours peur, c'est s'il coupe la vanne, le tracteur il bouge plus. C'est vrai qu'on est des dépendants, c'est vrai qu'on est ce qu'on veut. Mais si on va parler, on est un peu dépendant de tout le monde, hein. Vous êtes dépendant d'une marque bleue, verte, jaune. Je les connais pas les tracteurs jaunes, mais Non, en thermique. j'ai compris. quoi, ouais. Et d'un point de vue comptable, on en Alors- parlait, quid de l'amortissement qui était ce qui grève a priori l'analyse économique et comptable que nous a Donc décrite là aussi, Christophe. je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça parce que comme je pense que j'ai déjà expliqué, l'amortissement il est lié à chaque propriété, il est différent. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un amortissement plus léger, plus long? En gros, un tracteur dans les grandes lignes, normalement, vous l'amortissez entre 5 et 7. En gros, ça dépend de ce que vous en faites, ça dépend de ce que vous mettez dessus, ça dépend de ce que vous allez. L'amortissement est réduit si vous êtes en pulvé, en sol, en ci, en là. Bon, je pense qu'il faut parler plus différemment. Aujourd'hui, notre robot, en gros, il tourne. Moi, je suis pas là pour le faire tourner 3000 heures par an. Il tourne parce qu'il a besoin de tourner par rapport à l'objectif, encore une fois, qu'on s'est fixé. Et c'est quelle ordre de grandeur? 400, c'est ça? En gros, c'est ça. En gros, on est 400 autour de heures par 400, 400, 500, suivant les années difficiles, suivant les années où on a un peu plus d'herbe, les années où on a un peu moins d'herbe. Par robot. Ouais, tout à fait. Et donc après, c'est ça, ça donne une idée. Nos tracteurs, par exemple, un tracteur qui fait que traiter, comme cette année, on flirte les 200, 300 heures, quoi. Donc c'est vrai que c'est des cumuls qui comptent. Et c'est vrai que sur ça, dans l'amortissement, bon, c'est vrai que ça a un coût. Après, chez nous, puisqu'on parle encore une fois, je ne suis pas là pour remettre sur un contexte général, mais chez nous, par exemple, quand je vous parle de travail, de soins, la personne est derrière le robot autonome, les outils, on les suit. Bon, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de rester derrière si ça se passe bien. Donc, on effectue notre travail qui est pas très loin. Il y a besoin d'être derrière. Pourquoi? Parce que la décavaillonneuse a un problème. Il faut enlever l'herbe. Il faut la régler en bout de rang, en sortie de rang. On reste autour. Mais dans l'idée, on a toujours ce côté où on peut dire, tiens, on est derrière la machine ou pas. Et on peut Et faire ça l'observation aussi, dans les je veux parcelles. juste, c'est comme ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problématique. C'est que les pieds de vigne à Bechevel, ils coûtent cher.
Et donc aujourd'hui, quand vous êtes sur un robot, en gros, travail du sol, ma moyenne, là, par exemple, en 24, je suis inférieur à 2% de mortalité. Quand la valeur du pied est élevée, ça fait déjà des gros gains. Et dans l'amortissement, je peux vous dire que ça va vite. Ça compte aussi. Ah ouais. Super, merci beaucoup David pour ce Ouais. témoignage. Avec peut-être une question ouverte qui est quid du renouvellement? Quand est-ce qu'on renouvelle? C'est à quand le prochain robot? Du coup, ça c'est une question qui reste encore ouverte. Alors, donc l'idée chez nous, c'est d'arriver, je pense, donc on est content, première étape. Deuxième étape, l'idée, c'est peut-être d'arriver autour de 60 hectares, 60-70 hectares menés par les robots, ce qui veut dire en gros 3, avec peut-être une vision à 4. Les changements ou l'amortissement ou le renouvellement, ben, un peu comme les tracteurs thermiques, j'allais dire, là on est heureux et tout ça, bon, il y a des batteries, il y a ci, il y a là, bon, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudra pas faire un choix peut-être dans 5 ans de dire, tiens, fais-nous une reprise et puis on en prend un nouveau. Ouais. Le garder sur du long terme, je ne sais pas répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura on va gérer comme on gère des thermiques, je pense, et que tant que les coûts sont moins élevés, on continuera. Quand les niveaux de batterie, parce que c'est essentiellement ça, pour un peu gagner du temps, dans la valeur du robot, c'est les batteries. Et dès qu'on va rentrer dans des niveaux de batterie qui seront moindres, alors pareil, pour vraiment donner une idée, et là aussi, ceux qui voudront, on dira ce qu'on a, mais en gros, quand vous roulez à 6 km/h que vous butez, par exemple, en gros, ça fait 5-6 heures d'autonomie. Et quand vous décavaillonnez, ça fait la journée sans problème. On peut monter à 8 heures. Donc la vitesse a un effet, la texture du sol a un effet, les deux réunis ont un effet qui va plus vers le bas que vers le haut. Bon, après, ben, à vous de choisir votre chargeur. Donc ça veut dire qu'on peut mettre un coup de chargeur entre midi et 2. Suivant le type de chargeur que vous avez, vous passez de 10 à 90 en 1 heure, ou vous passez de 10 à 12 en 1 heure. Ouais. Ça dépend de ce que vous avez comme chargeur, et donc de votre objectif, et ainsi de suite. Voilà un petit peu. Bah, super, merci beaucoup pour ce témoignage hyper concret. On l'applaudit très chaleureusement. Est-ce qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres? C'est le moment. Allez, une question avant le déjeuner. Pour David et Christophe, j'imagine. Plus pour David, du coup. Désolé, Christophe. Petite question. Donc, Thomas Leborgne, Institut King La Betrave. Je me posais la question, en fait, c'est quoi l'acceptabilité des consommateurs, de la population, quand ils voient des robots sur des grands terroirs, justement? Est-ce qu'ils ont plutôt un regard positif là-dessus, ou plutôt un regard négatif à se dire, bah tiens, la robotique, ça prend place maintenant dans les grands terroirs, ça prend peut-être la place du travail humain, du savoir-faire, du terroir, tout simplement. Quels sont les retours que vous avez eus là-dessus? Alors, c'est pour ça que je l'ai dit au départ, je n'étais pas pour. Je reste encore une fois très pragmatique. Je pense à ça, au terroir, aux hommes qui font qu'on fait des grands vins partout. En tout cas, on fait le maximum pour faire des grands vins. Et donc, quand on a rentré les premiers, déjà au sein de chez nous, ça posait beaucoup de questions. Dans le sens, j'ai entendu on va nous piquer du boulot, les chauffeurs, les ci, les là. C'était plutôt vision noire de l'affaire. Ça a très vite changé, un an. Un an après, les chauffeurs allaient voir le robot, voir comment Ils ça étaient se presque fait, même jaloux, j'imagine que comment c'était ça pas se fait eux. que lui faisait aussi propre et que moi je faisais ça là. Comment tu faisais pour maintenir un niveau qualitatif aussi bon sans casse? Donc en gros, on est passé de travail, je mets les guillemets, de merde, à mince, il travaille mieux que nous. Ah, problème. En plus, c'est une fille. Oh, putain. Deuxième problème. Donc, On comprend l'ironie du propos. Enfin, et là, on est arrivé déjà au sein de chez nous, déjà dans une vision beaucoup plus groupe, beaucoup plus forte, où justement, on a pu améliorer la qualité du travail. Et le consommateur, du coup? Et le deuxième, dans la vision aussi qu'on peut avoir de ça, c'est qu'on parlait de terroir, de savoir-faire. On en a créé. On a fait rentrer des gens qui menaient des robots, qui ne savaient pas gérer le travail du sol, qui ne savaient pas gérer quelque outil que ce soit. Par contre, il y a un truc qu'elles savaient. Elles tiraient les cavaillons, c'est-à-dire elles enlevaient les herbes derrière les chauffeurs. Donc elles avaient déjà le contexte de qualité. Elles savaient ce qu'elles voulaient laisser. Elles m'ont toujours dit, on laissera ce que nous, on aurait voulu. Donc là aussi, on a encore élevé notre niveau de qualité et de sécurité de la mission. Donc en fait, je pense qu'on a sécurisé l'emploi, le terroir, la façon de faire. Et ça, C'était fragile, je pense, quand on perdait des chauffeurs, qu'on n'en trouvait pas, ça devenait fragile. le consommateur l'entend on ça, l'a pour aller droit au but sur la question qu'il posait? Et le dernier point, le consommateur,
Je pense que je pense qu'il ne maîtrise pas assez, qu'il a une vision un peu avec des yeux qui brillent. Pourquoi? Parce qu'on est tous des enfants. Quand vous voyez un robot qui est à côté du château et qui est tout seul et il décavaillonne, il bouge pas, il est droit. Donc le gars, je pense que le consommateur, tout ce qu'on veut, il voit ça. Derrière, il va déguster son vin, il dit qu'est-ce que c'est bon. Ouais, mais enfin bon. Donc il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a la façon de terrain, l'œil qui brille, le truc. Alors attention, hein, on le met pas en première ligne devant le château. Il n'y a pas de problème. C'est aussi mappé là. Mais je veux dire, c'est pas une volonté de dire on a un robot, vous avez vu, on le met devant le château. Hein. Non, c'est une vision en premier lieu technique. En Premier lieu technique. Et en deuxième lieu, par contre, on n'a rien à cacher. La preuve, je suis là aujourd'hui, autrement je serais pas là. Et donc le consommateur, lambda ou le visiteur ou qui on veut, c'est en premier lieu un enfant parce que ça. Et là, il suffit là de vous l'avez répondre aux pas questions. montré, mais c'est dommage. Ça marche. Quoi, je veux dire, vous voyez un robot qui tourne, qui prend son truc, et il est blanc, il est bleu, il est ce que vous voulez, et ça marche. Quoi. Je veux dire. Après, je l'entends, comment on l'intègre. Souvent, j'entends mes collègues qui me disent ouais, mais bon, moi, j'ai pas le bâtiment, ou j'ai pas la parcelle, ou j'ai pas le truc, ou j'ai pas le si. En gros, est-ce que vous voulez le faire rentrer dans votre façon de travailler? Et après, une fois qu'on a décidé ça, c'est comment on fait. Quoi. Ouais, et puis la faisabilité, comment service, on le fait, comment on l'intègre, comment on l'amortit, comment on va. Voilà. Au service de quelle stratégie, et on trouve l'organisation qui va avec derrière. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage sincère.